Donc bonsoir à vous tous et à vous toutes. Je vois certains nouveaux, donc je suis contente que vous soyez là, et puis certains qui sont là déjà depuis quelques semaines. Je vois aussi un expert comptable, vous représentez l'ordre des experts comptables, et puis on aura tout à l'heure aussi quelqu'un qui représente l'ordre des avocats, avec qui on pourra discuter. Donc ce soir, notre programme, c'est un partage d'expérience avec mes invités, un partage d'expérience sur la négociation. La négociation donc, pour acheter une entreprise. Alors on sait que c'est une phase délicate, donc on avait envie de la regarder d'une certaine manière, c'est-à-dire pas comme dans les livres où il y a un certain nombre de phases, le rendez-vous, la lettre d'intention, le protocole, etc. Mais plutôt de la regarder avec la vraie vie et avec l'expérience de ces messieurs qui sont avec nous. Donc merci déjà d'être venus, parce que je sais que c'est difficile pour ceux qui ont repris de dégager du temps pour être avec nous ce soir, mais on vous remercie. Alors on a plusieurs postures. On a effectivement autour de la table des deux personnes sur ma droite qui sont des repreneurs, et là on va travailler sur leur expérience de reprise. Et puis sur ma gauche, un cédant, et il n'est que cédant, vous allez comprendre pourquoi. Et puis à côté de moi, donc une autre personne qui lui a une posture différente puisqu'il accompagne des repreneurs dans leur démarche. Donc la première partie de cette table ronde, c'est une présentation courte et rapide de chacun d'entre vous pour nous dire ce que vous faisiez avant et maintenant, ce que vous faites maintenant dans votre entreprise. Et puis ensuite, après, on vous interviewera, on regardera comment ça s'est passé cette négo. Est-ce qu'elle a été rapide? Est-ce qu'elle a été compliquée? Est-ce que vous êtes revenu dessus? On essaiera de faire ressortir les points essentiels pour vous dans la salle par rapport à votre expérience, puisque dans la salle, je sais qu'il y en a qui ont déjà eu des expériences de négo. Et on se laissera un bon temps d'échange. On essaiera d'être court dans notre table ronde pour pouvoir échanger avec vous, puisque c'est le propos du club des repreneurs. Voilà. Vous êtes d'accord, messieurs? On va y aller. Donc peut-être on va commencer par vous, Sébastien. Allez. Bonsoir à tous. Sébastien Faléquin, j'ai 43 ans, je suis lyonnais. J'étais précédemment, avant de reprendre, inscrit au Pôle emploi, et encore avant, j'étais dans un grand groupe, qui s'appelle Veolia, pour ne pas le nommer. Et à la suite d'un départ consenti, j'ai décidé de racheter une entreprise. J'ai traversé un certain nombre de difficultés. D'ailleurs, ma première démarche, ça a été de faire le stage avec Anne-Marie, le stage repreneur. Et j'ai traversé un certain nombre d'étapes qui n'ont pas toujours été simples dans le cadre de ce projet de rachat. D'abord, identifier les cibles, qui ne sont pas simples. Et puis une fois qu'on a identifié une cible, on travaille dessus, on regarde quel est le potentiel de cette cible, on regarde le prix qu'en veut le cédant, et c'est souvent là qu'on se rend compte que ça va être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de cédants finalement, mais souvent le cédant veut faire un coup. Donc c'est pas toujours simple. Voilà. J'ai fini par transformer mon projet au mois de décembre 2013, donc c'est assez récent. Je souhaitais, moi, racheter une entreprise de propreté, parce que j'avais fait ça toute ma vie, enfin du nettoyage industriel. C'est un métier que je connaissais bien, et ça me semblait opportun de rester dans ce métier, parce que, pour le coup, j'avais des bons indicateurs dans la tête, et c'était plus facile de gagner du temps, en tout cas pour moi, dans cette activité-là. Et j'ai eu longtemps un projet avec une personne qui est dans la salle, et malheureusement on n'a pas pu concrétiser ensemble notre histoire. On salue François-Jérôme Thomas, qui cherche encore, j'ai dit au passage. Et puis du coup, les choses ne se sont pas faites comme ça. Et moi j'ai signé une affaire, donc je l'ai dit en décembre, dans le cadre d'une association. J'expliquerai peut-être après. Oui, d'accord, ok. Et c'est une entreprise sur la région, sur le Rhône, qui est à Villeurbanne. Ok. Eric. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes.
Donc mon nom est Éric Petitjean. J'ai une double casquette dans la mesure où j'ai d'abord commencé par reprendre une entreprise. Cette entreprise, je viens de la céder. Voilà. Tout récemment. Tout récemment. Donc, pour la reprise, moi j'ai un passé de 25 ans en tant que directeur commercial dans les SS2I de la région. Et puis je connaissais un peu tous les directeurs informatiques, j'en avais un peu marre, donc je suis parti 2 ans sur la Suisse. C'était bien, mais j'ai retrouvé les mêmes clients, la même chose. Donc j'en avais un peu marre et donc j'ai souhaité reprendre une entreprise. Donc j'ai fait le stage avec Anne-Marie Lequinca. C'était en quelle année? C'était en septembre 2006. Voilà. Et parce que je ne savais pas ce que j'allais reprendre comme entreprise. C'est souvent la grosse question. Dans quel domaine on veut aller? Et moi, je ne voulais surtout pas aller dans l'informatique. Je voulais reprendre autre chose. Voilà. On avait évoqué le luxe, parce que c'est un métier qui me plaisait bien. Et puis on m'a dit, maintenant le bâtiment, c'est peut-être pas mal, second œuvre. Donc on a fait des choix avec, sur le fichier la COFAS, ce qu'on appelle l'approche directe, si on vous en parler tout à l'heure. Et puis j'ai trouvé l'entreprise, et à partir du moment où j'ai trouvé l'entreprise, j'ai foncé et j'ai acheté l'entreprise en moins de 3 mois. Voilà, c'est un peu court, mais quand on veut... Vous n'aviez même pas fini la formation? Non. Ouais. Voilà. Cette entreprise, donc, je l'ai achetée. Je pourrais répondre à vos questions dessus. Donc, dans un secteur d'activité complètement différent, parce que j'ai acheté une entreprise de plomberie, chauffage, clim et zinguerie. Voilà. C'est l'entreprise grecque qui était sur le... Et je l'ai revendue le 23 décembre 2013. C'est tout récent, avec un accompagnement qui a fini le 17 janvier. Très court. Voilà. Okay. Merci. Gilles. Alors Gilles a une autre posture. Hein. Oui, j'ai une posture de cédant, de Gilles Chambard. Donc moi en fait on s'est rencontrés avec Anne-Marie en 2003, puisque moi j'ai fait au départ à la sortie je faisais partie d'un grand groupe également qui était le groupe Kodak. J'ai fini à Paris au siège en tant que cadre commercial et marketing. À la suite effectivement de l'arrivée du numérique, on est un peu tous sortis. Et je suis revenu sur Lyon et j'ai fait un stage de création d'entreprise en 2003 sans savoir, un peu comme Éric Petitjean, sans savoir réellement ce que j'allais créer comme entreprise. Par contre, j'ai pris pas mal d'informations et j'ai créé une société d'aide à la personne, plus particulièrement une structure de maintien à domicile pour les personnes âgées et handicapées, en franchise, qui était Adapt Service. En quelle année? Que j'ai créé en 2004. L'activité a démarré en 2005 parce que les agréments à l'époque étaient très compliqués à avoir et que j'ai revendu en 2010. Voilà, déjà 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc création, développement et vente qui s'est bien passé relativement rapidement en 6 mois entre le moment où j'ai rencontré le repreneur et le moment où je suis parti. Voilà. On reviendra sur votre négo. Thierry? Thierry Morel. Avant d'être dans le monde de la PME, j'ai eu 2 périodes de 7 ans dans l'informatique, une partie technique puis direction commerciale, après 7 ans de direction générale dans la protection sociale. Et puis sur la période 2001-2007, j'ai donc été dans le monde de la PME et comme ces messieurs, j'ai repris successivement 2 entreprises dans les arts de la table, fabrication et négoce, sur la région, une mi-2002, l'autre fin 2002, que j'ai revendue en 2007. Et depuis 2007, j'ai donc attaqué une période de 7 ans, c'est la 5e, d'accompagnement de repreneurs d'entreprise. Et donc avec une associée Anne Mouchot, nous animons le cabinet Passage. Et de fait, je vois beaucoup de négociations puisque j'accompagne les gens que nous accompagnons en négociation dans les entreprises auprès des cédants. Oui. Et vous t'en as accompagné combien? Alors, une 50aine. Bien. Donc c'est une belle expérience, on y reviendra. Okay. Très bien. Donc là, je pense que comme ça, on connaît déjà un petit peu. Peut-être, Sébastien, vous pourriez nous raconter comment se sont faites ces approches, cette approche avec la dernière entreprise. Quels ont été les points importants sur lesquels vous avez travaillé avec votre cédant? Est-ce que vous avez d'abord travaillé sur des points importants avant de parler de prix ou pas? Essayez de nous raconter un petit peu le cheminement. L'histoire elle est un peu atypique parce qu'en fait c'est une personne que je connaissais depuis 20 ans
Et c'est quelqu'un que j'avais déjà chatouillé un peu pour qu'il vende sa boîte. Et c'est une personne qui a 57 ans et qui me disait mais non, mais si je vends ma boîte, je vais faire quoi? Voilà. Donc lui était dans sa démarche, moi dans la mienne, et puis un jour on s'est rencontrés par hasard, et il était fatigué, il était esseulé. Il m'a fait part de son désespoir de la solitude du patron, et du coup on a imaginé, là tout de suite, c'était sur le parking d'un supermarché, donc le truc c'est vraiment le truc un peu atypique. Et sur ce parking, on a imaginé, on s'est dit, bah, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas finalement un truc ensemble? Et donc il m'a proposé que je rachète 50% des parts de son entreprise et que dans 3 ans, quand il partira à la retraite, je rachète le reste. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Atypique parce que pas de protocole, enfin tout droit, direct, avec les avocats pour rédiger l'acte de vente, quoi. Donc, comme ça, en combien de jours? Alors ça prend un peu de temps parce que il faut arriver à réunir tout le monde quand même. Donc moi, mon avocat, le sien, l'expert comptable, enfin bref, ça s'est ficelé. Globalement, il a fallu 1 mois et demi, 2 mois, mais c'est très rapide. C'est très rapide, voilà. Donc on a fait un pacte d'actionnaires et les choses sont écrites aujourd'hui et voilà, en novembre 2016 précisément. Je lui rachèterai le reste des parts. Voilà. C'est une entreprise de combien de salariés? Aujourd'hui, il y a 29 effectifs temps plein. Le métier du nettoyage industriel est un métier qui est un peu atypique puisqu'il y a pas mal de temps partiel. Et là, il y a 29 ETP. C'est un chiffre d'affaires qui fait un petit peu moins d'1,4 million. Voilà. Les bureaux sont basés à Villeurbanne. C'est une petite structure qui demande qu'à transformer et qu'à prendre du chiffre. Il y a le logiciel qui est là, qui va bien, il y a les assistantes qui vont bien, il y a l'encadrement de chantier, enfin d'exploitation qui est présent, et enfin voilà, tout est là. Donc bien sûr, aujourd'hui, moi, ma mission première, c'est le développement. Oui. Voilà. Et donc, vous nous avez dit au niveau du délai, en combien de temps? Pour le signer? Oui. Ah mais c'était très vite, puisqu'on Un mois et s'est demi? vu, oui, 1 mois et demi, 2 mois, ouais. Ah oui, c'est rare. C'est assez rare. C'est rare, oui. Ouais, je pense que c'est assez rare. Vous avez D'autant- une phase d'audit préalable Non, ou rien. vous êtes allé comme ça banco? Ouais, j'y suis allé comme ça. J'y suis allé comme ça, banco. Voilà. D'accord. Bon, bah, ça existe. Ouais, bien sûr. Très bien. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est atypique. C'est parce que avant, enfin précédemment, avec François Giraud, en l'occurrence, on a étudié beaucoup de cibles. Et là, on était dans une démarche qui était plus traditionnelle. Bon, tu m'envoies tes 3 derniers bilans, on analyse les bilans, on commence à regarder. Bon, ok, les résultats, c'est ça. On va faire un business plan, on va commencer à se projeter, combien il faut emprunter, combien on peut emprunter. Allons voir les banquiers. Enfin bon, on a eu des projets en main qui étaient très intéressants, sur lesquels on n'a pas transformé parce que on a parfois manqué un peu de fonds. On a parfois trouvé que le vendeur était trop gourmand, tout simplement, et que sa boîte ne valait pas ce qu'il en voulait. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, toutes les affaires qu'on n'a pas fait avec François Giraud, je n'ai aucun regret. Voilà. On dit souvent, oui, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà, c'est sûr. Voilà, très clairement. Mais on a bien transpiré, on a eu des dossiers d'une autre ampleur. Hein. Oui, on était sur des dossiers, là c'est une boîte qui fait 1,4 million. On était sur des dossiers d'entreprises qui faisaient 3 millions, 4 millions. Donc c'est pas tout à fait la même démarche. Et là maintenant, alors vous y êtes depuis combien de jours dedans? Ah non, mais moi j'ai commencé déjà avant de signer. Moi. Avant de signer? Ah oui, bien. Oui, il y a ce qu'il y a dans les livres et puis il y a ce qu'on se raconte ce soir. Donc vous avez commencé il y a combien de temps? J'ai commencé en octobre. Et j'ai signé en décembre. Pas de regret? Non, pas de regret. Non. Allez, on passe à un autre métier.
Eric, racontez-nous. Donc, comment ça s'est fait? C'est tout simple. Donc, méthode de l'approche directe de la Chambre de commerce et de Thierry, auquel je ne croyais absolument pas. Moi non plus. Vous faites un tri d'entreprise sur le fichier qui s'appelle Diane, si je Oui, me oui, mémoire. oui, toujours. La Chambre de commerce, une copie de la COFAS, vous donnez vos critères, chiffre d'affaires de l'entreprise, nombre de salariés, localisation, secteur d'activité, ça vous donne les entreprises. Donc il y en a une centaine. Puis après, vous faites des choix dans ces entreprises. Et moi, j'avais rajouté un petit critère, on m'a dit c'est pas bien, c'était le critère de l'âge du dirigeant. Et j'ai sélectionné une vingtaine d'entreprises dont l'âge du dirigeant était proche de la retraite. Donc j'ai envoyé mon petit courrier. Votre entreprise m'intéresse, je recherche une entreprise dans votre secteur d'activité. Je vous appelle dans 48 heures pour prendre rendez-vous et vous racheter la boîte. En gros, le courrier, c'est synthétiquement, c'est ça. C'est vrai. Et après, quand vous appelez au bout de 48 heures, je vous garantis que vous prenez des râteaux. Ça, c'est évident. Vous avez déjà le barrage de la secrétaire, le patron ou la femme du patron qui vous dit mais on n'est surtout pas à vendre, on ne veut pas. Vous avez des entreprises, des patrons qui disent bien sûr monsieur venez, puis qui essayent de, excusez-moi mesdames, de vous entuber. Ça arrive, je pourrais vous donner des noms. Et voilà. Et donc j'ai rencontré quelques cédants, et j'ai rencontré donc monsieur et madame Gray. Et je ne sais pas, quand je les ai vus pour la première fois, j'ai cru que je voyais mes parents. La même façon. Et je ne vais pas dire que je suis tombé amoureux d'eux, mais la boîte m'a plu. Et à partir du moment où on a le coup de cœur pour la boîte, je trouve que le prix devient un accessoire. Il faut se mettre au prix. Il y a différentes méthodes de valorisation de l'entreprise. D'accord ? On en fait une, on en fait deux, on en fait trois, on en fait quatre. Et on fait une valeur moyenne. Et puis après, il y a est-ce que l'entreprise va pouvoir rembourser ce qu'elle va emprunter et est-ce qu'on va avoir l'accord des banques pour justement se financer. Quand on a ces trois paramètres qui sont en adéquation, la négociation elle va faire. Et je ne peux pas dire qu'il y a eu une négociation. Moi, j'ai proposé un prix à mes cédants. Ils ont regardé, en sachant qu'eux, ils avaient déjà eu une première fois, soi-disant, la vente de l'entreprise à quelqu'un, mais qui avait déjà planté 2 boîtes. Donc, les banques n'ont jamais suivi. Donc, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. Et quand je suis arrivé, au début, ils vendent que le fonds de commerce. Et moi, j'ai dit, j'achète tout. J'achète les parts totales, l'actif, le passif, je prends tout. Et c'est comme ça. Et puis, donc, ils m'ont fait venir dans leur super maison à Limonest. Et j'ai fait mon offre par courrier, on leur a mis. Ils ont regardé, ils ont dit, il a dit à sa femme, va chercher les coupes. Et voilà. On s'est mis d'accord sur ce prix. Va chercher les coupes. Et derrière, je vous dis, 2 mois après à peine, je l'avais rencontré un peu avant, 2 mois après, j'étais aux commandes de la boîte. Ouais. Donc très vite, les banques ont suivi, ça s'est montré très très rapidement. Et voilà. Et oui, il nous a lâché. Je crois que c'est vraiment le coup de cœur, donc c'est vrai que le prix est important. Hein. Mais je crois que quand on est sur le juste prix, aussi bien du côté cédant que du côté repreneur, et qu'on n'essaie pas de faire un coup, parce que sinon si vous voulez vraiment faire un coup reprise d'entreprise, allez à la barre du tribunal, vous allez payer pas cher. C'est pas les mêmes entreprises. Il y en a qui ont peut-être été mal gérées, qui sont des très bonnes boîtes, hein, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais quand on veut acheter une belle boîte, il faut mettre le prix. Pour le juste prix, les bonnes estimations, je crois qu'il y a des bonnes personnes, des experts comptables, des bons conseils qui vont donner un bon prix de valorisation et vous n'êtes pas très très loin. Après, c'est les petits réglages, l'affinage, c'est tout. Alors on va peut-être demander à Gilles de faire un peu le pendant par rapport à ce que vient de dire Eric, la position de repreneur là, dans cet exemple. Donc vous qui avez cédé votre entreprise, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que l'approche s'est faite avec Jérôme, puisque c'est un Jérôme qui a repris votre entreprise? En fait, quelque chose qui est assez commun, c'est la rencontre d'hommes, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment un facteur de réussite pour une vente. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, moi c'était la troisième personne que je rencontrais pour la vente de mon entreprise. J'avais rencontré un groupe, mais qui faisait une offre qui était vraiment par contre très très basse. Une autre personne que je n'avais rencontrée qu'une fois, qui était en fait, qui n'avait pas les moyens, que je ne sentais pas et qui n'était pas du tout dans le profil attendu. Et puis, très rapidement, juste après la deuxième rencontre, j'ai rencontré Jérôme Radibon, qui avait été... que je vous avais un petit peu envoyé. Que j'ai un peu envoyé, parce qu'en fait, le problème du cédant, et en l'occurrence pour moi, c'était de faire savoir que mon entreprise était en vente. Oui. Je ne voulais pas le faire savoir.
Pourquoi? Parce que mon entreprise, je l'ai créée donc, elle a démarré en 2005, et à partir de 2009, je commence à dire, voilà, j'ai envie je l'ai monté, ça va bien, etc. Je gagne bien ma vie avec, mais du départ, je m'étais dit, je crée une société, je la vends 5 ans après. C'était un peu mon projet, mon optique de départ. Après, faut pas trop le faire savoir vis-à-vis de la concurrence. Donc c'est trouver le réseau en fait qui permettrait. C'est un réseau. J'ai fait appel à un réseau d'avocats. J'ai pas fait appel à des sociétés qui s'occupent de ça d'ailleurs, de repreneurs, enfin, de mettre en relation. De cabinet d'intermédiation. Voilà, des cabinets d'intermédiation. Je n'ai pas fait appel à eux et j'ai fait appel. Enfin, j'en ai parlé à Anne-Marie qui a fait toutes les J'ai fait le cabinet. Voilà. Et donc je rencontre Jérôme Raduro et on s'est voilà, juste pour parler à bâton rompu, nous 2 fois. Et je crois qu'un jour on a eu d'ailleurs il le raconte lui-même, on a eu une conversation téléphonique où on souhaitait la bonne année puisqu'on s'était rencontrés début décembre. Et on a eu une conversation au téléphone qui a été pour lui une conversation qui a été un déclic. Il a dit je vais faire appel à... Enfin, je le sens bien. Voilà. Donc c'est une rencontre d'hommes qui s'est passée en premier. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait, au niveau de la culture, des projets, des profils, d'où on venait, etc., il y avait une certaine, voilà, c'était une certaine adéquation, comme le mot a été dit. Adéquation en termes des moyens financiers, de la culture, du projet, en fait, de tout ce qu'il amenait, de tout ce que j'avais amené, etc., tout ce qu'il pouvait amener en plus, faisait que il y avait quelque chose qui pouvait fonctionner. Donc à partir de là, effectivement, le prix. Et Gilles, est-ce que en rencontrant Jérôme, voilà, vous l'avez vu aux manettes de votre boîte? Oui, complètement. Et lui, il s'est vu assez rapidement aux manettes de cette future boîte pour ce qui le concerne. La demande de Jérôme chez nous, qui suivait une formation reprise, était « Je cherche une entreprise où il y a du management de bonhomme ». Voilà, donc voilà. Là on était sur... C'est ça la demande. Ouais. Et du coup, c'était ça pour la boîte que tu voilà, donc gérais. c'est du service à la personne, donc un petit peu comme dans l'entretien industriel. Moi j'avais 50 personnes qui devaient correspondre à 24 équivalents temps plein. Il y avait du management, du transport, donc ils connaissaient aussi le problème des plannings, etc. Donc même si moi, quand j'ai créé ma société, je venais pas du monde du social, lui venant pas du social, c'était pas problématique. Et par contre, il savait de quoi il parlait par rapport à la gestion d'une telle entreprise. Voilà, donc globalement, il était l'homme profil idéal pour Mais la après, société. vous avez travaillé sur des éléments particuliers avant de parler de prix? Après, nous, on a été beaucoup plus classique, Voilà. puisqu'on a vraiment fait les étapes qu'il fallait pour se rassurer l'un et l'autre, puisque lui, sa problématique vis-à-vis de moi, c'était de dire, mais il n'est pas à la retraite, moi j'avais 50 ans. Ah bah oui. Donc pourquoi il vend? Où est le loup? Voilà. Où est le loup? Donc ça c'est resté quand même assez longtemps. Hein. Donc j'avais beau dire, moi je vends et puis après je voyage. Oui. Là c'était effectivement mon but, c'était les tours du monde, c'était voyager. Pour lui, c'est vrai que c'est pas facile à entendre ce genre d'argument. Et on a avancé, on a continué, mais en respectant effectivement tous les passages qu'il fallait faire. Donc, on s'est mis d'accord au niveau de la date d'intention sur un prix que j'avais évalué, que lui, voilà, enfin, j'avais évalué par rapport à un ou deux éléments de vente, puisque dans le service à la personne, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises en France. Pas de référence, oui. Donc il n'y avait pas vraiment de référence et je ne pouvais pas en avoir. J'en avais juste une ou deux, niveau national. Hein. Mais après, avec les ratios qu'il avait, les ratios que je pensais aussi, de BE, enfin de résultats, etc., on était à peu près d'accord sur le prix. Il y a eu une phase de négociation et après on a fini ça sur un protocole. En fait. Combien de temps le timing? Entre le timing du moment qu'on s'est mis d'accord, on a signé une lettre d'intention dans le premier mois, c'est-à-dire janvier-février, et après en mars, il a fait appel à son cabinet qui a fait un audit comptable et social. Parce qu'il y avait des risques, effectivement, au niveau du social, c'est les prud'hommes, etc. Oui. Enfin, on va voir ce qu'il est content. Donc ça a pris au total la négo, le premier rendez-vous à la signature définitive.
Alors la signature définitive, elle a été prévue en juillet, donc 6 mois après. Après, il y a eu un problème de banque qui a fait qu'on a retardé d'un mois, puisque la banque nous a lâchés au dernier moment. Mais globalement, on a fait la lettre d'intention est allée assez rapidement, ce qui a permis tout de suite de faire l'audit et après de signer tout C'est assez rapide. l'accord. Assez rapide pour Eric aussi. Et Sébastien, je me souviens plus le délai tout à l'heure si on l'a dit. C'était très très vite. Très vite aussi, voilà. Vous êtes des exemples. Par contre, effectivement, il y a eu un audit. Enfin, on a bien épluché les comptes, effectivement. Et on a bien travaillé, tout en le faisant d'une façon assez secrète vis-à-vis du personnel, sachant qu'effectivement, on ne savait pas si on allait aboutir au niveau des banques. Enfin, c'était pratiquement fait. Et du coup, on n'a pas posé la question par rapport aux hommes des entreprises, justement des salariés, donc vous, c'était très discret. Voilà, alors après, là où on s'est mis d'accord, quand on a signé le protocole et qu'on s'est mis d'accord sur après, c'est pas si simple que ça. Après, il y avait des clauses, des choses comme ça, on avait mis des fourchettes de prix en fonction du résultat de l'année aussi, puisqu'on faisait un pré-bilan. Mais après, ce qui était bien, c'est qu'on s'est mis d'accord, on a préparé un rétro-planning, où tout de suite on prévoyait et l'accompagnement et la façon dont on allait présenter aux clients, aux différents intervenants, prescripteurs, etc., et surtout employés, à quel moment on prévenait de la vente. Sachant que la problématique est toujours, on prévient oui, mais si la banque, voilà. Donc c'est un peu la complexité. Hein. Mais comme il y avait ce rapport de confiance, et que de toute façon on était tout à fait d'accord, et lui était déjà dans l'entreprise dès les premiers audits, etc. Il était déjà dedans, il se voyait déjà dedans, et moi j'étais déjà sorti. Je veux dire, même si il s'est mis peut-être 2 mois ou 3 mois dans l'entreprise avant que la signature, avant que le chèque soit fait, ça nous posait juste qu'un problème de dire et si, mais globalement ça s'est fait quand même. D'accord. Oui, donc vous avez été bien rapide. Donc c'était assez rapide, puisque oui, globalement, ça dure entre 6 et 8 mois. On va donner la parole à Thierry. Thierry, par rapport à ton expérience donc, de plusieurs années, tous ces éléments qui ont été évoqués pour la prise en compte, je dirais, donc, de négociation et après d'aboutissement au prix, qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ton expérience où tu en as accompagné, je ne sais plus combien, 50 voilà, 50. Ce que je peux dire, si on parle de la négociation elle-même, la négociation lorsqu'on achète un bien, on a des objectifs, ça va être de ne pas louper la bonne affaire pour vous, d'avoir toutes les garanties possibles qu'on peut avoir, et puis d'acheter le moins cher possible. Sinon, je n'appelle pas ça une négociation. Et donc, je suis d'accord que cet élément de négociation pour le rachat d'une entreprise est moins important que l'aspect prioritaire, comme l'a dit Eric, c'est-à-dire de trouver une entreprise qui convient bien au repreneur. C'est-à-dire une entreprise qui va lui permettre de réussir et où le repreneur va être sûr, ou quasi sûr, au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans d'avoir réussi, parce qu'il a une entreprise qui lui convient bien, dans laquelle il va prendre du plaisir, dans laquelle il va savoir faire, et il aura le punch tous les jours pour y retourner les matins. Et c'est vrai qu'en finale, si vous voulez, moi, quand j'accompagne des gens, je leur dis, même si tu dois l'acheter 50 ou 100 000 euros de trop, mais qu'elle te convient bien, il vaut mieux une entreprise qui te convienne bien, que tu achètes un peu cher, qu'une entreprise qui ne te convienne pas et que tu achètes pas cher. Donc ça, c'est le préalable. Maintenant, ceci étant dit, si vous achetez une entreprise à 1 million d'euros et si vous pouvez la négocier à 800 000, c'est aussi bien. C'est votre rôle d'acheteur et c'est aussi votre job demain lorsque vous serez en relation avec des fournisseurs ou des vendeurs. Alors, par rapport à ça, je dirais moi ce que je conseille, en tous les cas, aux gens qui vont voir les entreprises, c'est d'aborder le prix le plus tard possible. Et avant d'aborder le prix, de surtout bien prendre connaissance de tous les tenants et les aboutissants de l'entreprise, de toutes les attentes du cédant, d'avoir visité. Et l'un des bons moyens que j'utilise, c'est de dire, écoutez, monsieur Rémi qui est à côté de moi, c'était la semaine dernière, voilà, oui, on peut vous faire une offre, mais si on ne sait pas bien si votre entreprise lui plaît,
et s'il saura faire, ça ne vaut pas le coup qu'on fasse une offre. Donc, donnez-lui les moyens de savoir s'il a envie d'aller chez vous ou pas. Voilà. Et c'est d'essayer de forcer un cédant à dire, bah oui, qu'il vienne passer une journée avec moi, voilà. À la fois, c'est faire de la séduction vis-à-vis du cédant, bien sûr, et puis pouvoir récolter toutes les informations. Alors, à titre d'exemple, c'est visiter des ateliers pour se rendre compte que le parc machine, il est obsolète et qu'il faudra investir, ou se rendre compte qu'il y a une belle plus-value et on ne parle pas du sujet. Même chose sur le stock. C'est uniquement en visitant que vous allez vous rendre compte que c'est un sujet, par exemple, sur lequel vous allez être largement gagnant, parce que le gars a des bons résultats, il planquait du stock dans ses comptes, ou que c'est quelqu'un, c'est le contraire, il a surévalué ses stocks. Et puis s'il a surévalué, à un moment donné, vous posez la question, est-ce que j'aborde le sujet, mais ça va être un sujet polémique, ou est-ce que je ne l'aborde pas, j'intègre que je me fais avoir sur le stock, mais j'en déduis un prix qui est plus bas. Son épouse qui est dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut faire? Imaginez que vous ayez négocié le prix, tous ces petits éléments-là, ils vont arriver après coup. Et s'ils arrivent après coup, vous aurez beaucoup de mal à dire « Ah ben, je vous donne ça, je vous donne un petit peu sur une prime de départ à la retraite pour votre épouse, mais on diminue du prix. » Vous avez tout intérêt à récolter toutes les informations que vous voulez. Puis ça peut être aussi des informations sur le scénario. Ça peut être des informations sur quelqu'un qui a eu des déboires dans le passé sur une vente et qui va avoir besoin d'être rassuré, qui va vous dire « Moi, je veux l'accord des banquiers avant que vous ayez fait l'audit. » C'est pas usuel, mais il faut s'adapter à ça. Et on peut le faire. Plus vous aurez d'informations sur les vraies attentes du cédant par rapport à sa voiture, par rapport à sa maîtresse, par rapport à sa carte bleue, tout, plus à la fin, vous allez pouvoir faire un paquet cadeau qui sera vraiment avec le ruban comme il le voulait, la bonne couleur de papier, la bonne taille. Il y a juste le chiffre à l'intérieur, il sera peut-être déçu. Mais ça ne vous coûte pas cher de faire un bel emballage, travailler sur l'emballage, et d'aborder après ce que vous allez mettre dans l'emballage. Et vous avez tout intérêt à prendre ce temps-là. Voilà. Alors, est-ce que vous avez fait, on va leur demander s'ils ont fait un bel emballage. Vous avez fait un bel emballage, Eric? Oui. Il me semble, hein, de souvenir. Mon cédant était fanat de moto, s'était payé sur la boîte la dernière BMW 1200, et dans la négo, il voulait repartir avec sa moto. Non, voilà, c'est ça, la moto était la négo. Et vous, Sébastien? Non, c'est plus classique? Moi, j'ai pas eu besoin. Non. Bon. Et Gilles, alors, c'était classique aussi? Oui. Je vais vous donner deux exemples. Il y a quelqu'un qui vient de signer la reprise d'une entreprise de génie climatique à Lyon, vendredi, Climacool, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a rencontré le cédant en novembre à peu près, approche directe, donc pourtant une belle entreprise. Et en discutant avec lui, cédant 45 ans, repreneur 55. Le cédant, il a un projet qui est de partir aux États-Unis. Pour partir aux États-Unis et investir en juin, avoir cette carte, il lui faut avoir son chèque en France fin mars. Oui. Et il avait eu un acheteur quelque temps auparavant, lettre d'intention et tout, et ça avait échoué. Quand vous, petit à petit, vous avez récolté ce contexte-là, vous vous rendez compte que le vendeur, il n'est pas forcément à 50 000 ou 500 000 euros près, mais le fait d'être rassuré sur le fait que son interlocuteur, il a les moyens d'aller jusqu'au bout, il a la compétence pour, qu'il est accompagné, cette suite, ça l'a rassuré, et il n'a pas choisi son acheteur sur le prix, uniquement. On en a eu un autre, que tu connais, Jérôme Marron, que tu as vu, qui a repris Foretech à Montbrison il y a 8-9 mois. Le vendeur avait le même âge que lui, 45 ans. C'était à peu près la même chose. Il avait acheté son entreprise 7 ans avant, il voulait la revendre vite parce qu'il voulait en racheter une plus grosse. Et il était sur un coup. Et c'est pareil, ça a été des transactions où l'aspect, l'organisation de la session blaquée, et puis un prix tout à fait intéressant, vu le contexte.
il faut savoir au maximum faire monter le niveau de séduction vis-à-vis d'un cédant très haut, avant de parler prix, et puis connaître tous les sujets que vous allez dire, il y a du poil à gratter, là je vais le sortir, là je ne le prends pas, là je le prends en compte, là je... les loyers, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous êtes sur une entreprise? Tant que vous n'êtes pas allé regarder dans le détail, hier j'étais sur une entreprise de mécanique générale, enfin il y a la semaine dernière, loyer 10% du chiffre d'affaires. La moyenne de la profession est à 3. C'est des sujets, si vous les abordez après avoir abordé le prix, ça sera difficile. Il y a des poils à gratter qu'il faut aborder avant, d'autres après. Voilà. D'où mon premier conseil dans les négociations, c'est quand même de dire, dans un processus de négociation, à vous de retirer le maximum de toutes les informations, de vous dire, vu les attentes du cédant, comment je vais organiser tout ça, comment j'aborde, et puis de gérer le temps sur les moments où vous allez aborder les différents points de négociation. On peut peut-être revenir sur justement l'élément important, enfin qui pour moi me semble important, c'est le tuilage avec le cédant. Comment vous l'avez négocié? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu un impact sur le prix, avant, après? Par exemple, Eric, avec M. Gray et Mme Gray. Non, le prix, une fois qu'on l'a fixé, si l'audit est conforme à ce qu'on attend, donc il n'y a pas de modification. Il ne faut pas trouver des loups dans l'audit, mais c'est vrai que dans la phase, il y a un moment avant de dire on vous envoie les avocats, les experts comptables pour étudier à fond l'entreprise, il faut quand même rassurer le cédant et lui donner quel est le prix estimatif, donc la lettre d'intention, qui n'engage entre guillemets presque à rien, voilà, parce que c'est pas un protocole, c'est qu'une lettre d'intention. Cette lettre d'intention a pour vocation de dire ouvrez-moi les portes de votre entreprise, ouvrez-moi les tiroirs, les placards, pour qu'on puisse regarder ce qu'il y a dedans et s'il n'y a pas des loups. Voilà. Et si l'audit est conforme à ce qu'on a estimé, eh ben, on confirme le prix. Quoi, voilà. Et comment vous avez négocié, vous, le tuilage avec M. Gray? L'accompagnement. L'accompagnement. Ouais, l'accompagnement, alors moi j'ai pris un accompagnement au départ un peu long parce que je n'ai pas du métier, je me suis dit il faut que j'apprenne. Donc j'ai pris un accompagnement long de 6 mois. Je trouve que c'est peut-être un petit peu long aujourd'hui avec le recul. Et puis j'avais gardé Mme Gray dans l'entreprise et je crois ça c'est pas une bonne chose. Parce qu'à partir du moment où son mari a quitté l'entreprise, elle s'est mise en roue libre. Et elle m'appelait que le vendredi au téléphone pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Elle voulait gâcher mon week-end, c'était son grand plaisir. Voilà. Et au bout d'un moment, elle a fait 3 ans, je lui ai dit, il faut qu'on se sépare. Et elle m'a dit, je suis super content, je devais partir à la retraite dans 6 mois, mais si vous me licenciez maintenant, je suis d'accord, parce que comme ça, je n'aurai pas à payer d'impôts sur le chèque que vous allez me faire. Voilà. C'est vrai que quand vous licenciez quelqu'un aujourd'hui, donc même dans l'entreprise, son chèque de licenciement n'est pas imposable, alors que le chèque de son départ en retraite est imposable. Ah, voilà une bonne info. Et c'est un aspect non négligeable. Bon, l'entreprise était assurée pour ça. Sur les on avait bien reprises, anticipé. Je peux dire sur les conjoints, on prévoit toujours les départs, surtout s'ils sont proches en âge, et on met toujours dans les lettres d'intention le départ ou à la retraite ou rupture, ainsi de suite, du conjoint sera financièrement neutre pour l'entreprise. Dans toute lettre d'intention. Ce qui signifie que si la personne veut donner 100 000 € de prime de départ à son épouse, c'est moins 100 000 € sur le prix. D'accord. Oui, c'est important. Il faut savoir être souple aussi dans les approches. Il faut faire attention dans une négo d'être souple, mais que ça ne vous coûte pas. Comment ça s'est passé pour les deux autres? Enfin, déjà pour Sébastien, puisque vous êtes en posture de repreneur, avec votre cédant qui est encore là, finalement, lui. Donc, comment se passe le prix, la vie de tous les jours? Ça se passe très bien, mais je voudrais juste ajouter un truc, c'est que moi, le prix, ça n'a pas été un critère. C'est quoi le critère pour vous? C'est de vous y voir tous les matins? Non, c'est pas ça. Enfin, je ne m'exprime pas très bien, mais en fait, donc j'ai expliqué tout à l'heure que j'avais racheté 50% des parts. Pour être précis, 49,5, mon associé 49,5 et l'expert comptable 1%.
pour la petite histoire. Et en fait, j'avais deux solutions. Nous avions deux solutions. Soit j'envoyais mon cash, parce que j'avais un peu de cash, quand on veut racheter une boîte, c'est quand même un peu mieux, j'envoyais du cash. Soit on faisait un autre montage, où globalement, je payais très peu cher les parts. En contrepartie, je ne me rémunérais pas. Et c'est cette solution-là qu'on a choisie. Donc ça veut dire qu'au moment où je vous parle, j'ai pas de salaire. Super. Voilà, ça arrive. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc le prix n'a pas été un critère, puisqu'on a choisi ce montage-là. Oui. Pendant combien de mois? Alors, on est sur les 6 premiers mois où c'est 0, et puis après on va monter un peu en puissance. Sachant que la boîte pour laquelle maintenant je suis actionnaire a un résultat quasi de 0 sur le dernier exercice. Donc c'est une boîte qui ne gagne pas beaucoup d'argent, à 2000 € pour être précis. Et que c'est vraiment grâce à mon travail que finalement je vais sortir le cash. D'accord ? Voilà la formule qu'on a choisie. C'est pareil, c'est un peu atypique comme formule. Très atypique, moi j'en avais jamais vu. Et vous, Thierry, ou toi Thierry, tu as déjà vu des montages comme ça? Non, mais il y a des... On peut tout inventer. Avec des cédants qui restent, oui, j'en ai vu, mais à chaque fois, ce ne sont que des cas particuliers. Voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, tout est possible. C'est possible, c'est ça qui est bien. Souligner, C'est ce qu'il faut qu'on dise ce soir aussi. Voilà. C'est le champ des possibles qui est ouvert. On demande à Gilles, qui lui est cédant, comment ça s'est passé avec Jérôme sur ces parties-là de tuilage. Pendant combien de temps? Sur quel type d'intervention? Alors en fait, comme on attendait effectivement l'accord du banquier, mais que Jérôme était à l'intérieur de la société depuis un mois ou deux, on a décidé de ne pas faire d'accompagnement. Donc du moment que j'ai... Vous étiez déjà ensemble? Oui, sur le parfait en fait. Donc du moment qu'on a pu débloquer les fonds et j'ai reçu mon chèque, je suis parti. Pour de vrai? Voilà, pour de vrai, oui. Pour de vrai. Bon, après, je pouvais passer une fois par semaine, mais oui, pour de vrai. C'était terminé. Par contre, c'est vrai que dans l'organisation et dans le travail, l'organisation de la future entreprise était un petit peu différente que quand je la gérais moi. Moi, je m'occupais uniquement de tout ce qui était administratif, comptabilité, la partie RH, mais je ne faisais pas de commercial. Donc lui, il voulait vraiment s'occuper du développement. Moi, j'en faisais, parce que j'étais le gérant, donc j'en faisais de fait, mais pas vraiment, je ne mettais pas beaucoup d'énergie dans le commercial. Ça tournait très bien d'ailleurs. D'ailleurs, quand j'ai vendu, le prix qui pouvait paraître un petit peu élevé à ce moment-là, pour Jérôme, était lié au fait qu'il y avait un fort développement possible. C'est aussi lié à ça un prix, hein. C'est pas que un pourcentage ou des ratios. Donc il y avait un fort développement possible, d'ailleurs il a monté 2 agences depuis, donc il développe très fort. Donc du coup il fallait une organisation différente, puisqu'il voulait s'occuper du développement du commercial, donc faire quelque chose que je faisais peu. Donc il y avait moins de risques derrière aussi, du fait que je sorte, il n'y a pas besoin que je l'accompagne vraiment. Et il organisait, pendant que j'étais là, on organisait toute la reprise de l'administratif et de la comptabilité. Voilà, donc ça s'est fait en douceur. Pendant 2 mois, qui n'étaient pas 2 mois signés, on n'avait pas signé dans le protocole un accompagnement. Avec le recul, c'était bien. C'est très bien. D'accord. Oui, c'est très bien. Toi aussi, Eric, la partie accompagnement, c'était... Non, tu as dit que c'était un petit peu long. Pour moi, pour la partie vente de l'entreprise, donc aujourd'hui avec le recul, trop long. Trop long, d'accord, ok. Oui. Qu'est-ce qu'il en dit, Thierry, par rapport à toutes ces expériences? Moi, je considère que le standard, c'est 3 mois. Voilà, c'est la bonne durée. Que l'idéal, c'est ce que vous avez dit. L'idéal, c'est que à partir du moment où le repreneur a levé les conditions suspensives, il ait l'autorisation d'être dans l'entreprise. Et il est dans l'entreprise en ouvrant grand ses yeux, ses oreilles et en fermant sa bouche. Il joue l'éponge. Et puis 2 jours où il a fait le chèque, c'est le contraire, c'est lui qui devient le patron. Et l'ancien patron est là pour répondre à ces questions et l'aider. C'est-à-dire qu'il faut un seul patron pour les salariés. Ça, c'est le cas, je dirais, général. Parfois, il y a des métiers techniques où il faut un peu plus de temps, mais ça reste quand même assez rare. Et puis parfois, il y a des cédants et des repreneurs qui s'entendent tellement bien que 3 ans après, ils sont toujours ensemble.
Mais même en ayant vendu 100%. Voilà. on peut peut-être dire ça pour Gilles, parce que... Et ça, voilà, c'est la vie qui fait que les hommes s'entendent bien. Mais ce qui est marrant chez ton voisin, c'est que vous n'êtes pas restés longtemps ensemble dans le tuilage, mais vous vous rencontrez. Vous venez ensemble quand je vous sollicite, voilà. Vous avez encore des relations. Pardon ? On a même fait du VTT ensemble. On va peut-être demander... Si ça se passe bien entre les deux hommes, la durée n'a aucune importance. Si ça se passe mal, il ne faut pas que ça dure plus de 3 mois. Mais on ne le sait pas. C'est ça que je dirais. Est-ce qu'on sait un peu, est-ce qu'on l'anticipe, est-ce qu'on le sent? Si ça va mal se passer. Ouais. Ouais. Ouais, on le sent? Normalement, oui. Normalement, oui. D'accord. Et alors, on va demander à Eric maintenant de faire clic, Changement de casquette. changement de casquette. Donc, moi, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je souhaitais vendre l'entreprise. J'en avais fait un petit peu le tour, je m'amusais plus. Et quand on s'amuse plus dans une boîte, c'est vrai que quand on est patron, on est seul. On est vraiment tout seul, il n'y a personne à qui vous pouvez parler de vos problèmes, de vos soucis ou de vos plaisirs, vous êtes seul. Et surtout dans le bâtiment, ce grand bâtiment. Oui. Donc moi j'ai décidé de vendre et j'ai eu une première approche donc avec 2 petits jeunes qui avaient déjà une boîte de plomberie. Ils m'ont approché, ils m'ont fait une belle lettre d'attention, ça me plaisait bien, et ça s'est très très mal passé avec leur avocat, d'accord, qui sur la lettre d'attention est revenu sur des choses, m'a essayé de me mettre des garanties de passifs entre 500 et 600% du prix de cession, donc des trucs qui étaient complètement aberrants. Donc ça fait, on a fini en neuromain en pleine réunion, donc j'ai tout fait péter. Et après, je me suis remis en recherche d'un repreneur, mais je voulais que ce soit pas écrit sur les murs de Lyon. Voilà. Et mes salariés n'étaient pas au courant. Et puis, mon avocat m'a présenté quelqu'un, et puis là, on a été au bout. Moi, je souhaitais vendre, et j'étais pressé par le temps, donc j'ai pas demandé 10 000 décents. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais une grosse intervention chirurgicale à planifier. Ça fait déjà suffisamment longtemps que je la repoussais, et bien je le fasse. Et donc j'ai signé le 23 décembre, je lui avais dit fin décembre pour qu'on ait vendu, qu'on ait signé, et je suis sorti d'entreprise le 17 janvier. C'est du rapide. Très très court comme accompagnement, c'était le choix de mon repreneur, il voulait que ce soit court, je trouve que c'est trop court vu de mon côté, surtout que c'est une personne qui n'était pas du métier non plus. Voilà. Donc pour l'instant, aujourd'hui c'est tout frais, donc je ne peux pas vous dire s'il va bien, s'il ne va pas bien. On a peu de contacts. C'est une expérience particulière là. Maintenant, l'expérience des hommes. Alors moi, je vais reprendre la double casquette, quand j'ai acheté l'entreprise, ça m'avait vraiment choqué. Mon cédant m'a dit, non, je veux pas que vous voyez les hommes, les ouvriers, parce que ça va les perturber dans leur travail. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me cache comme loup? C'est pas normal ça. Et puis, je voulais vraiment l'entreprise. Donc j'ai fait abstraction de ce point qui ne me plaisait pas. Et on a signé, je me souviens bien, c'était un vendredi après-midi. Et il leur a annoncé le vendredi matin comme quoi on signait. J'ai pris les commandes de la boîte le lundi matin. Et j'ai été présenté au compagnon le lundi matin. Avec le recul, il avait raison. Et aujourd'hui, quand j'ai vendu l'entreprise, j'ai eu la même démarche. J'étais un petit peu plus encore rapide avec mes gars. Je les ai convoqués à 7h30 le matin. J'avais signé la veille. Et à 8h, j'aurais présenté leur repreneur. C'est la seule façon de faire pour ne pas les démotiver, pour pas qu'ils se posent beaucoup de questions. Si vous achetez une boîte où vous avez des cadres ou du personnel qui a, on va dire, un certain niveau intellectuel qui va réfléchir, ça peut très bien passer, vous annoncez, vous présentez comme quoi vous souhaitez vendre l'entreprise, ça se passe bien. Dans le monde ouvrier, malheureusement, ils se font un monde de tout et ça les perturbe et pendant le travail ne se fait plus. Et si la vente ne va pas au bout, vous allez perdre de l'argent et vous allez droit dans le mur. Donc aujourd'hui, c'est pas très sympa pour les gars, mais c'est la seule façon de faire, je pense. Qu'est-ce qu'il dit, Gilles? Je suis d'accord. C'est un peu le risque qu'on avait nous, c'est qu'effectivement à un moment, on s'est dit, le problème se passait après au niveau des banques. Logiquement, ma banque avait dit oui, en fait. C'était le Crédit Agricole. Il voulait absolument que le repreneur reste au Crédit Agricole. Donc tout était OK, mais le problème, c'est que le dossier est remonté au niveau national. Et au niveau national, ils ont été tellement frileux qu'ils ont dit non.
Ils n'ont même pas essayé de revoir la partie apport, de revoir globalement le montage. Ils ont dit non, une fin de non-recevoir. Donc, du coup, mon successeur s'est vite tourné vers une autre banque, avec en plus l'appui de Zéo. Il fallait l'appui de Zéo, dans ce premier cas, il ne fallait pas. Donc là, on s'est dit, puisqu'on avait fait, nous, par contre, on avait prévenu le personnel fin mai, et donc le chèque est arrivé début août. Donc pendant ces 2 mois-là, c'était effectivement un peu risqué, parce qu'on était allé assez loin. On a même fait une soirée pour prévenir. En fait, on a prévenu tout le monde en se tenant. J'avais organisé une soirée, donc un repas à l'extérieur. Et puis on a prévenu, à part les cadres au bureau avant, on a prévenu tout le monde en même temps. Ce qui permettait après à mon repreneur de voir, de rassurer de façon individuelle chaque personne, chaque employé. Mais sans effectivement le fait que l'entreprise ne soit pas vendue, on ne sait jamais si ça avait capoté, on n'aurait pas été bien fin. Oui. Maintenant, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est le mieux de faire ou pas, c'est assez compliqué. Là, on était tellement sur notre coup. C'est ça. Qu'est-ce qu'il pense, Thierry, par rapport à tous les cas de figure que tu as vus? Moi, ce que je pense, si je conseille un cédant, je dirais au cédant, tant que les conditions suspensives ne sont pas levées, on n'en parle pas. Voilà. À partir du moment où toutes les conditions suspensives ont été levées, en général, il va s'écouler de 3-4 semaines le temps de débloquer les fonds, et là, faire rentrer et annoncer, oui, c'est pas gênant. Je pense qu'effectivement, il faut le faire à tous les salariés en même temps, il faut le faire un lundi matin pour pouvoir réagir aux questions. Il faut être catégorique. Maintenant, après, quand j'accompagne des repreneurs, j'essaye de faire en sorte, qu'ils fassent en sorte d'être dans l'entreprise le plus tôt possible. Ça leur permet de découvrir des choses, parce que si vous êtes dans l'entreprise et que vous découvrez que le chiffre d'affaires ou qu'un premier client est en train de se barrer, vous pouvez toujours dire au dernier moment, aller voir votre banquier en disant « Vous savez ce qui se passe, surtout dites-moi que vous ne prêtez plus ». Donc la recommandation n'est pas la même. Oui, qu'on soit du côté repreneur, du côté voilà, ma recommandation, c'était, et surtout aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, le business est quand même très difficile, avec des hauts et des bas, plus que les comptes et bilans juste de la période passée, je trouve qu'il est presque, plus que les résultats, c'est le volume de business qui est le plus important. Et de l'avoir pratiquement le mois précédent la prise de fonction dans l'entreprise. Je me souviens plus si on l'a évoqué avec Sébastien, comment ils ont réagi alors les Moi, ça a été très salariés. doux. Ça a été très doux parce que le fondateur de l'entreprise est encore là. Toujours là, voilà. Donc c'est On moins... travaille main dans la main, on s'est partagé les missions, on a chacun un bureau dans la même pièce Oui, donc c'est pour fluidifier les échanges. Donc non, ça s'est fait en douceur. Et puis globalement, non, je pense que les salariés ont été assez contents de me voir arriver. Ouais. Du 109. Oui, un peu du Un peu 109, ça, ouais. voilà. Un peu du 109, un peu de dynamisme. Voilà, parce que mon associé, il a mis un gros coup de collier. Sa boîte, il l'a montée il n'y a pas très longtemps, elle a 5 ans, hein, c'est pas très vieux. Et en 5 ans, il est parti de zéro, il a fait un joli développement, 1,4 million, c'est respectable. C'est respectable, dans ce métier en tout cas, c'est respectable. Et puis voilà, donc il était fatigué, donc lui très content que j'arrive, et puis les assistantes aussi, parce que tout le monde sent que... Voilà. Donc ça s'est bien passé. On va parler du prix. Alors voilà, qu'est-ce que tu aimerais... Alors moi, ce que j'aimerais rajouter, j'ai parlé du paquet cadeau, mais après à l'intérieur il y a le prix. Et quelques recommandations sur l'aspect du prix. Je pense que le premier élément, c'est de ne pas, dans une relation avec un cédant d'entreprise, parler de combien vaut son entreprise. C'est un sujet que parfois moi j'aborde quand je suis face à un professionnel de la vente ou un expert comptable, mais jamais face à un cédant, et surtout vous jamais. Il y a le prix que vous décidez de proposer, ou vous pouvez proposer,
Il y a le prix que vous pouvez payer, il y a le prix que vous voulez payer, mais le prix que vous payez, ce n'est jamais la valeur de l'entreprise. Ne rentrez jamais dans ce débat-là. Essayez d'avoir raison par rapport à un cédant, ça n'a aucun intérêt. Votre objectif, ce n'est pas d'avoir raison, c'est qu'il vous vende son entreprise. Et il faut bien faire attention à ça, de ne pas partir dans ce débat-là. Parce que si vous voulez expliquer à un cédant que vous avez raison, c'est lui qui est le propriétaire, donc il a de fait raison. Mais il peut avoir raison sur la valeur et vous dire vous ne payez que tel prix. Et sur la forme, c'est quand même bien important. Sur le faire. Voilà. Et puis, au-delà du prix après, lui dire vous ne pouvez pas payer plus parce que entre ce que vous amenez, les banques, ce que vous voulez garder pour la sécurité, ce que vous gardez pour les machines, vous pouvez après avoir des arguments sur la raison de votre prix, qui n'est pas la raison de la valeur. Donc faites bien attention à ça. Ça vous permettra aux cédants de se sentir respectés. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que parfois, ça peut être utile aussi de les aider à sauver la face. Alors le truc très classique, c'est vous comprenez bien sur une entreprise qui fait du bénéfice, plus vous avancez dans le temps, et si la négociation prend du temps, plus l'entreprise, elle gagne du résultat. Et puis vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a dit à son entourage ou à son épouse « Ouais, je vais bien réussir à la vendre 1 million d'euros. » D'accord ? Alors pourquoi pas, monsieur, 1 million d'euros, hein, mais tous les résultats, vous les laissez dedans. C'est le même prix. Mais vous vous projetez dans le futur, à une date dans laquelle il aura mis un certain nombre de résultats et des choses dedans que vous lui demandez de laisser, pour pouvoir que lui sauve la face vis-à-vis de son entourage, en disant c'est bien 1 million d'euros. C'est des petites choses, hein, ça ne marche pas. Mais en tous les cas, au-delà du prix que vous pouvez proposer, vous décidez de proposer, sachez l'habiller pour que ça lui convienne bien. Après, à un moment donné, je pense que si vous êtes en négociation, ça signifie que vous vous êtes vous-même fixé des limites au-delà desquelles vous n'irez pas. Et c'est important quand même que vous ayez réfléchi à ces limites pour vous dire « j'irai pas ». Et des négociations sur le prix, moi j'en ai vu qui ont duré 6 mois, hein, où un vendeur en voulait 1,2 million, on a démarré à 700, 750, 800, 900, jusqu'au jour où il a dit « qu'est-ce que vous me proposez de nouveau ?» et on n'a répondu rien. Il y a eu 3 minutes de silence et au bout de 3 minutes, le cédant a dit « bon, je voulais vous dire que j'étais d'accord ». Mais si on était reparti dans de l'argumentaire, on repartait, quoi. Donc, après une grande phase de séduction de prise de connaissance, intégrer toutes les attentes. Et là, entre autres, le cédant, il devait rester 2 ans directeur technique. Donc l'aspect séduction avait été très important. Est-ce que l'aspect du projet du cédant est important? Monsieur le cédant, monsieur le cédant, qu'est-ce que vous voulez faire après? Alors, oui, en fonction de ce qu'il veut faire, bien sûr. Oui, mais on parle de valorisation, il y a des cédants qui vont faire le prix de leur entreprise en fonction du nombre d'années qu'il leur restait à travailler, ils ne veulent pas travailler, en fonction de la maison qu'ils veulent acheter. Je veux dire, la façon de bâtir les prix parfois des cédants, elle est étonnante aussi. Hein. Oui, il y en a plusieurs dans le club des repreneurs qui ont ce genre de difficultés en ce moment. Et donc, s'il y a incompatibilité, ou des cédants qui vont vous dire « ah oui, je sais, attendez, parfois je fais ça, ce que je vous demande c'est 2 fois la valeur normale de mon entreprise, mais sinon je ne vends pas. » Okay, très bien, au revoir monsieur. Enfin, donc le terme valeur d'une entreprise, faites très attention. En plus, vous avez des... Moi, je connais quelqu'un qui était sur une négociation d'une entreprise d'une douzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, une belle affaire sur Lyon. On était sur une belle valorisation avec l'accompagnement d'un fonds, mais il a laissé tomber au bout d'un certain temps, parce que c'était une entreprise qui intéressait des fonds européens, et l'entreprise a été vendue le double de ce qu'on estimait déjà élevé.
parler de valeur d'une entreprise, ça n'a pas beaucoup de sens. Faites très attention à ça. Parler de la valeur d'une entreprise, ça n'a pas beaucoup de sens.